14h sur BFM TV. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Édition spéciale sur BFM TV largement consacrée à la guerre en Ukraine dans plusieurs villes. C'est une guerre de tranchées qui se prépare dans le nord de Kiev. On l'a appris il y a quelques instants. Une explosion a détruit un immeuble d'habitation ce dimanche. Reportage au plus près de la ligne de front avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Situation humanitaire catastrophique pour les habitants de Mariupol, quasiment totalement en main des forces russes. La population tente de fuir cette ville martyre pilonnée quotidiennement. Vous entendrez dans ce journal le témoignage d'un réfugié qui a réussi à quitter cet enfer. Dans le reste de l'actualité en Belgique, une voiture a foncé sur la foule d'un carnaval à La Louvière en Wallonie. Dernier bilan, 6 morts et une vingtaine de blessés. La piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités. Également à la une, la campagne présidentielle en France. Jean-Luc Mélenchon qui organise cet après-midi à Paris une marche pour la 6e République, suivi d'un discours à 15h30 en direct sur BFM TV. Nous retrouverons en délocalisation Philippe Corbet, Amandine Atalaya et nos reporters politiques Perrine Vasque et Marine Gentric. 25e jour de guerre en Ukraine à Mariupol. Une école d'art servant de refuge à des centaines de personnes a été bombardée. On va y revenir dans un instant. Tandis qu'à Mykolaïv, vous le voyez dans le sud du pays, le dernier verrou va-t-il sauter avant Odessa? Là-bas, les soldats ont creusé des tranchées entre angoisse et détermination. Reportage de Fanny Morel, Quentin Bollier, Oleg Bomin avec Emmanuel Bidet. Pendant le trajet, ce soldat ukrainien balaye du regard la route et garde un œil sur son téléphone. Son arme, elle ne quitte pas ses genoux. On quitte la ville de Mykolaïv en direction des zones de combat. Une fois arrivé sur place, c'est un véritable camp de base avec de nombreuses tranchées et abris. Une vie souterraine où certains reprennent des forces mais n'oublient pas leur mission et comptent bien tenir leur position. Ici, c'est un point très important car on estime que 40% des forces russes se trouvent en Crimée. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Il y a des points plus avancés dans la région où sont surtout partis des jeunes soldats. Mais ici, il y a essentiellement des vétérans qui ont l'expérience de la guerre et nous sommes très bien armés. À chaque poste de tir, sa cache d'armes, c'est avec ces roquettes qu'ils parviennent à détruire les véhicules blindés russes. Pour ce soldat de 31 ans, dont certaines cicatrices datent des combats de Donetsk en 2014, cette guerre va durer plusieurs années. Lui qui a déjà combattu dans le Donbass constate une radicalisation de l'ennemi. Je ne peux pas les qualifier autrement que de terroristes, puisqu'ils tuent des civils à l'intérieur même de leur voiture. Avant-hier, une caserne militaire à seulement quelques kilomètres d'ici a été bombardée par les forces russes. Le répit pourrait être de courte durée, alors les soldats ukrainiens restent sur leur garde. L'autre fois, il y a une voiture de l'ennemi qui est arrivée. On a demandé aux occupants de sortir, mais ils n'ont pas voulu, donc l'armée leur a tiré dessus. 3 hommes se sont rendus. Pour moi, c'était des espions, car le lendemain, une nouvelle voiture est arrivée et on a procédé de la même manière. Aux abords du camp, il n'est pas rare de croiser des véhicules russes saisis par les forces ukrainiennes, comme ce camion militaire, siglé d'un Z. Dans le sud du pays, du côté de Mykolaïv, on vous retrouve Quentin Bollier. Vous êtes avec Fanny Morel, nos reporters sur place, nos envoyés spéciaux. Quel est le point de situation à l'heure où on se parle, Quentin ? Eh bien, la situation ici à Mykolaïv, elle évolue assez peu sur le terrain. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir dans le reportage, les forces ukrainiennes sont assez statiques pour le moment. On a entendu il y a 1 heure à peu près plusieurs lourdes explosions. Il y a un panache de fumée qui s'est élevé dans le ciel, à peu près sur la zone où on a tourné le reportage hier. En fait, les Russes semblent avoir des difficultés à avancer et à pouvoir franchir cet estuaire que vous voyez derrière moi, le Boug. Et il faut franchir cet estuaire pour les Russes pour se rapprocher d'Odessa. Et donc on est sur une guerre de position avec des bombardements assez fréquents des deux parts, des Russes qui bombardent les lignes ukrainiennes et vice-versa. Mais au sol, l'avancée de l'armée russe se fait toujours attendre ici côté ukrainien. Et donc l'armée ukrainienne continue à se positionner, à creuser des tranchées, à creuser des bunkers pour pouvoir mieux arrêter une éventuelle offensive russe si elle devait reprendre. Merci beaucoup Quentin Bollier, notre reporter sur place à Mykolaïv avec Fanny Morel. On va décrypter la situation avec nos invités, notamment Xavier Titelman. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert militaire, spécialiste de l'aéronautique. On voit
Cette guerre de tranchées qui s'installe, on l'a vu avec ces images il y a quelques instants, ça nous rappelle évidemment une autre guerre, la Première Guerre mondiale notamment. Quand on fait des tranchées, ça signifie qu'on se prépare à une guerre qui dure ? Mais déjà, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens face au Donbass, et c'est aussi pour ça que les Russes n'arrivent pas à avancer face au Donbass. Ça fait des années que les Ukrainiens se sont préparés, ont creusé des tranchées, ont mis des pièges, ont mis des mines, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'avancée sur ce front, et ce sont sur les autres axes, depuis la Russie, depuis la Crimée, que les Ukrainiens sont obligés de résister. Donc évidemment, une guerre de tranchées aujourd'hui, avec les moyens de la guérilla qu'on a fournis aux Ukrainiens en leur fournissant beaucoup de matériel, c'est ça qui leur permettra de tenir. Ce dimanche, la Russie affirme de son côté avoir de nouveau, après hier une première fois, avoir utilisé ces fameux missiles hypersoniques. On disait hier que c'était la première fois que ça avait été tiré, que c'était de l'intimidation. Là, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de réitérer cette utilisation, si elle est avérée, de ces missiles hypersoniques ? Alors, s'il y a un intérêt militaire, ça peut s'expliquer, mais en l'occurrence, jusqu'à maintenant, ce qu'ils en ont fait, c'était de taper des dépôts de munitions qui étaient atteignables avec des missiles de croisière classiques. Donc, militairement, ça n'a aucun intérêt supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait avant. Par contre, c'est un message vis-à-vis de l'OTAN, parce que cette arme-là, elle est très pertinente, par exemple, contre des porte-avions américains qui pourraient s'aventurer dans la mer Noire, ou alors simplement pour dire, même si les Américains fournissent de nouveaux systèmes de protection aérienne à l'Ukraine, eh bien nous, on pourra toujours attaquer avec ces systèmes-là. Néanmoins, ça coûte tellement cher, et ils en ont certainement tellement peu, que ça reste des messages de communication qui ne pourront pas avoir d'impact massif sur le terrain. Concernant l'armée russe, certains disent qu'elle stagne à certains endroits, sauf le sud où visiblement il y a quand même une accélération. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette armée russe ? Est-ce qu'elle a finalement été surestimée ? Elle a été... Alors, il y a des armements d'exception qui sont inégalés. On parle du Kinjal, mais il y en a d'autres. Il y a des Burevestnik, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas d'équivalent. Donc on se dit, puisqu'ils ont des armements absolument supérieurs à ce qu'on peut avoir pour se défendre, notamment face à eux, on imaginait que tout le reste de l'armée était du même niveau. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des équipements de base que les soldats n'ont pas. Ils ont des problèmes logistiques, ils ont même des systèmes de radio. Leurs radios ne sont pas cryptés. Ils ont des avions de chasse officiellement de génération 4.5, le Sukhoi 34, le Sukhoi 30. Et finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas suffisamment de munitions guidées pour pouvoir voler en haute altitude hors de portée des missiles qui sont tirés depuis l'épaule par les Ukrainiens. Du coup, on a vraiment cette impression, ils ont fait des choses géniales, mais en fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'attendait pas à une telle difficulté de la part des Russes. Ils n'ont toujours pas réussi à dominer le ciel. Il y a toujours des drones qui continuent à voler de la part des Ukrainiens. Ils n'arrivent toujours pas à mettre fin à ces systèmes de défense aérienne. Et puis, très clairement, les armées, quelles qu'elles soient, que ce soit les Russes, les Américains, nous, à chaque fois qu'on fait une guérilla, en fait, c'est perdu. Que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Afghanistan pour les Soviétiques ou pour nous, que ce soit l'Irak, parfois on arrive à envahir ce pays, mais on n'arrive jamais à tenir un pays face à une guérilla. Et l'armée ukrainienne, on lui a donné les moyens d'être forte en guérilla dès le début de cette invasion russe. Donc c'est aussi pour ça que la Russie n'arrive pas à avancer. Merci beaucoup pour votre analyse, Xavier Titelman. Je le rappelle, vous êtes expert militaire, spécialiste de l'aéronautique. De son côté, la capitale Kiev se prépare à une guerre qui dure. Clémence Dibou, vous êtes notre envoyé spécial BFM TV sur place avec Camille Fournier. Il y a eu cette explosion aujourd'hui dans le nord de la capitale, dans l'immeuble devant lequel vous vous trouvez actuellement. Effectivement, en fait, on n'était pas très loin en tournage, on est arrivé tout de suite sur place et voilà ce qu'on a vu. Eh bien, une colonne de feu s'échapper de cet immeuble en face et vous le voyez, eh bien, il y a des impacts, des destructions un petit peu au-dessus. En fait, ce qui semble, selon les premiers éléments sur place des forces de l'ordre qui sont ici, ce serait un missile qui aurait été intercepté par les forces ukrainiennes et c'est ces débris qui auraient causé, en tombant, eh bien, toutes ces explosions autour. Quand on est arrivé, les immeubles étaient en cours d'évacuation. C'est toujours le cas en ce moment. Il y a encore des civils qui sont en train d'être évacués. Les pompiers sont en train d'éteindre le feu. Il me semble que le feu est déjà éteint et donc effectivement pas de bilan pour l'instant. Il est beaucoup trop tôt, mais effectivement des dégâts un peu partout. Du verre que vous pouvez voir. Regardez sur ces images de Clément Grodenier, on voit un peu de verre partout dans cette zone résidentielle de Kiev, au nord de Kiev. Et effectivement, eh bien, il n'y avait pas eu de bombardement pendant 2 jours ici à Kiev. Il y a cette nouvelle frappe aujourd'hui et on voit que l'heure a changé. Souvent, ces frappes, c'était le matin. Là, il était à peu près 14 heures dans la capitale. Et évidemment, eh bien, tous ces habitants sont effrayés. On parlait à une grand-mère tout à l'heure qui a expliqué eh bien, qu'elle ne sait pas où aller désormais parce que son appartement, eh bien, elle ne peut plus vivre dedans et qu'elle n'a nulle part où aller ce soir.
Merci beaucoup Clémence Zibou, l'envoyé spécial de BFM TV à Kiev, avec Camille Fournier, Dominique Marie, journaliste politique international de BFM TV. On va s'attarder sur cette situation à Kiev, notamment, donc on l'a dit, sur ce qui vient de se passer au nord de la capitale. Et notamment, on en parlait hier, Dominique, sur ces débris de missiles qui sont interceptés en vol par l'armée ukrainienne, ce qui provoque donc ce qui vient de se passer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça veut dire, en fait, ce qu'on voit là concrètement, et déjà Clémence nous l'expliquait un petit peu, c'est que la capacité des Ukrainiens à aller frapper avec leur système de défense antiaérienne des missiles qui viendraient s'abattre sur Kiev fonctionne encore et toujours. Alors évidemment, quand on frappe un missile, on le détruit en vol, mais il y a encore on le voit, des résidus qui tombent, parfois avec des charges explosives, et ça provoque ce genre de dégâts qu'on a aperçus sur cet immeuble. Mais ça permet surtout d'éviter de frapper, que ce missile aille frapper la cible qui était envisagée. Alors on voit bien que sur le terrain, sur le front, c'est la seule possibilité aujourd'hui pour les Russes d'aller faire la guerre d'une certaine manière à cette capitale qui est Kiev, parce que ils sont bloqués au nord. Eh bien, il y a toujours cette capacité de résistance des Ukrainiens. Il y a on a vu des tranchées qui ont été creusées, et les Russes sont tenus toujours à une vingtaine de kilomètres de distance de la ville, avec notamment des pièces d'artillerie qui continuent de bombarder régulièrement cette ville de manière un petit peu différente que Mariupol, où là, pour le coup, à Mariupol, on a une ville qui est en état de siège et qui est bombardée très copieusement. Justement, on va aller dans cette région, le sud-est du pays, où Mariupol, ville martyre depuis une dizaine, presque 2 semaines maintenant, où la situation humanitaire se dégrade quotidiennement, puisque la ville est pilonnée jour après jour. Les civils y sont pris pour cible. Dominique, ces dernières heures, d'ailleurs, une école d'art a également été visée. Elle servait d'abri à des centaines de réfugiés et elle a été bombardée. Oui, alors le bilan est encore incertain, on ne le connaît pas. Il faut savoir que sur place, il n'y a plus beaucoup de journalistes, vous le pensez bien. Et puis au fond, c'est un peu le même scénario qui s'était passé pour ce théâtre en début de semaine. Vous vous en souvenez, ce théâtre de Mariupol. Là, on a encore un équipement, un bâtiment qui est occupé d'évidence par des civils qui sont venus se réfugier dans un immeuble qui tient encore debout dans cette ville qui est complètement détruite, ou en tout cas réduite à l'état de ruine en grande partie à cause du pilonnement de l'armée russe depuis maintenant un peu plus de 15 jours. Les autorités locales parlent de 400 personnes qui étaient réfugiées à l'intérieur de cette école d'art, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Peut-être au fond, on peut l'espérer pour ces gens que l'épilogue sera le même que pour le théâtre, un bilan miraculeux. Une personne blessée grièvement seulement. On sait que ces bâtiments qui datent souvent de l'ère soviétique abritent dans leur sous-sol des abris anti-bombes. Il y en a beaucoup dans ces villes anciennement soviétiques, et ça permet effectivement de sauver une grande partie de la population. Merci beaucoup Dominique. Situation humanitaire vraiment très préoccupante à Mariupol, dans d'autres villes d'Ukraine également. Cette question humanitaire, on va l'évoquer avec vous, Jérémy Delacruz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes français, vous vivez près de Kiev. Vous participez à des actions humanitaires en donnant notamment des vêtements, de la nourriture, des biens de première nécessité. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça fait partie de la résistance. Je tiens à dire aussi que moi, au jour d'aujourd'hui, je circule dans un rayon de 150 km au sud de Kiev. Donc, pour vous dire à quel point ma zone géographique, elle est assez vaste. J'ai un appui militaire, j'ai des informations sur le terrain au quotidien. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que toutes les banlieues que j'ai parcourues n'ont pas de cette aide physique des camions qui viendraient de l'Europe, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'en fait, l'aide financière me permet en fait d'acheter des grands stocks de nourriture. Hier, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai aidé un docteur pour avoir 4 000 € d'insuline. Il m'a remercié 1000 fois. Je poste régulièrement sur mon profil Facebook tout ce que je peux faire au quotidien. Là, par exemple, j'ai eu également un appel d'un militaire qu'ils avaient besoin de nourriture pour 150 militaires, parce que moi j'aide les enfants, j'aide les hôpitaux, j'aide les animaux, vraiment, c'est très varié tout ce que je peux faire sur le terrain. Oui. Justement, ce qui nous interpelle, c'est cette aide que vous apportez à de nombreuses personnes. Et d'où elle vous provient? Comment est-ce que vous procurez toutes ces denrées, cet argent? Vous parliez aussi d'appui militaire. Qu'est-ce que c'est votre réseau? Alors, en grande partie, c'est grâce à vous. Je tenais à vous remercier pour ça, parce que franchement, grâce à vous, j'ai réussi à récolter 30 000 € de dons. Ces 30 000 € de dons, ils sont utilisés tous les jours.
j'achète environ entre 3 et 4 000 euros de vivres et de médicaments. C'est vraiment très, très varié que je redistribue au jour le jour. Sur ces 30 000 euros, au jour d'aujourd'hui, il reste que 4 000. Sachant que ça arrive quotidiennement, les dons arrivent quotidiennement. Donc, en fait, quand je reçois 3 000, j'en redépense 3 000 le lendemain. Donc, en fait, j'ai toujours une journée d'avance ou deux maximum. Mais c'est vrai que si les dons ils arrivent en plus grande quantité, j'ai une très bonne logistique. J'ai des semi-remorques, j'ai des poids lourds, j'ai une logistique sur le terrain. On est plusieurs centaines de personnes. On a vraiment une très très bonne logistique. Et plus on va recevoir ces dons financiers, plus je pourrai acheter des stocks de médicaments et de vivres. Parce que nous, on a 5 téléphones. Le soir, on passe notre journée jusqu'à 1h du matin au téléphone à savoir comment on va s'organiser pour le lendemain, qu'est-ce qu'on va distribuer, quelle logistique on va faire, quelle sécurité on va faire, quelle route on va emprunter. Tout ça, ça prend énormément de temps pour s'organiser. Et franchement, je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous faites parce que grâce à vous, vous avez sauvé des milliers de vies. Ça, je tenais à le dire en fait. Merci beaucoup et merci à vous pour votre action sur place, votre action donc pour aider tous ces gens bien sûr qui en ont bien besoin. Merci Jérémy Delacruz pour votre témoignage. Dans un instant bien sûr on continuera à parler de la situation en Ukraine en ce 25e jour de guerre. Dans l'actualité également ce dimanche en Belgique, une voiture a percuté la foule lors d'un carnaval à La Louvière, c'est en Wallonie. Bilan provisoire, 6 morts et une vingtaine de blessés. Le conducteur a été arrêté. Michael Denut, vous êtes notre correspondant en Belgique. La piste terroriste n'est pas privilégiée à ce stade par les autorités. Non, tout à fait. La piste terroriste est écartée pour le moment. Alors, il y a eu 2 arrestations. Le conducteur du véhicule ainsi qu'un passager. Ce sont des personnes de 32 et 34 ans, originaires de la région, originaires de La Louvière. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, une voiture a fait une course folle très tôt ce matin, vers 5 heures du matin. Et elle s'est arrêtée ici, juste derrière moi. On voit encore la police à l'œuvre actuellement. Elle a parcouru plusieurs rues ici de l'entité. Nous sommes à Strépy, entre Mons et La Louvière. Le bilan, vous l'avez dit, est lourd. Il fait état de 6 morts et une vingtaine de blessés. Une 70aine de personnes ont été dirigées vers les hôpitaux de la région. Une juge d'instruction est descendue sur place. Une enquête est donc en cours. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, si les personnes étaient sous influence ou pas. Une conférence de presse complémentaire est attendue en fin de journée et le roi et la reine ainsi que le Premier ministre belge sont attendus sur place. L'enquête est donc en cours. Merci Michael Denut en direct donc de La Louvière en Belgique. Après ce drame survenu dans la matinée, dans l'actualité également, ce dimanche, des cérémonies de commémoration ont lieu pour les 10 ans des attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse, à Montauban, qui avait fait 7 morts. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron, mais également de François Hollande, de Nicolas Sarkozy et du président israélien. Ouais, à Toulouse, l'attentat avait coûté la vie à 4 personnes au sein de l'école Ozar Hatorah, 3 enfants notamment. Jonathan Chétrit, élève présent lors de la tuerie, a sorti un livre de témoignages. Jean-Marc Lucas et Camille Plaisant. C'est dans cet ouvrage que Jonathan Chétrit, élève et présent lors de l'attentat contre l'école juive le 19 mars 2012, a décidé de raconter comment ses camarades et lui ont basculé dans l'horreur en une matinée. J'avais cette envie et il y avait aussi un besoin de la part des élèves de se livrer enfin, de raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti et aussi de parler de leur reconstruction au cours des 10 dernières années. Un besoin de se reconstruire en mettant des mots sur l'impensable, l'impuissance. Rien n'y est occulté. 10 ans après, Jonathan Chétrit se souvient de l'irruption dans l'école de Mohamed Merah. J'entends des coups de feu et à ce moment-là j'ai l'impression que c'est des pétards. Je tourne la tête, je le vois entrer dans l'établissement et je suis à des années-lumière... je suis en tout cas très loin d'imaginer qu'il s'agit d'un terroriste. Et les coups de feu retentissent encore et encore. Et j'essaye vraiment de comprendre ce qui se passe. De cet attentat meurtrier, il reste des traumatismes. Pour cet ancien élève, l'angoisse que cela se reproduise est constante. Prendre le métro aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Parce que c'est un endroit où je me sens pas du tout en sécurité. Forcément, les scooters, ça rappelle toujours des souvenirs. Et ça peut paraître bête, mais dès qu'il y a un scooter qui passe, je peux pas m'empêcher de penser à ce 19 mars. Enfin, c'est
tout le quotidien finalement qui est impacté. Trouver des réponses à ces questions et ne jamais oublier, c'est le but premier de ce livre. Ce souvenir, ce sera aussi l'objectif de la cérémonie d'hommage organisée cet après-midi à Toulouse. La politique à présent, Jean-Luc Mélenchon qui défile ce dimanche à Paris lors d'une marche pour appeler à une 6e République. Le cortège part de la place de la Bastille, direction la République, avant le discours du candidat La France Insoumise qui sera à suivre en direct sur BFM TV aux alentours de 15h30. Perrine Vasque, vous êtes place de la Bastille pour BFM TV. C'est une étape importante pour Jean-Luc Mélenchon pour faire entendre sa voix et mobiliser les abstentionnistes. Oui, absolument, une étape importante parce que ça fait depuis le mois de novembre que Jean-Luc Mélenchon et ses équipes nous parlent de ce rendez-vous. Souvenez-vous, en 2017, c'est cette marche pour la 6e République qui avait changé les choses pour Jean-Luc Mélenchon, qui à cette époque était à 12% derrière Benoît Hamon. Et après cette démonstration de force en 2017, plus de 120 000 personnes avaient annoncé les organisateurs. Jean-Luc Mélenchon était passé devant dans les sondages. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, il est juste là, vous le voyez sur les images de Laura Champion. Il nous salue par ailleurs. Alors effectivement, on nous prédit peut-être moins de monde qu'en 2017. C'est ce que nous disent un peu frileuses ces équipes. On nous dit que la campagne n'est bien évidemment pas la même. Alors pour avoir fait le tour de la place de la Bastille, il y a quand même beaucoup de monde, même si par moment le cortège était encore un petit peu clairsemé, mais on nous promet que ça va se gonfler dans les rangs. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, désormais, il dit que le second tour, il est accessible. C'est un trou de souris qui s'agrandit. Mais tout de même, la marche pour aller jusqu'à Marine Le Pen, elle reste encore haute. Et effectivement, son directeur de campagne, Manuel Bompard, me le disait cette semaine. Oui, c'est vrai, Marine Le Pen est encore haute et il faut continuer à mobiliser les abstentionnistes et aussi grappiller quelques points encore à nos adversaires à gauche. Dans la foule, beaucoup de jeunes, comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon. La marche va se mettre en route et direction la place de la République tout à l'heure aux alentours de 15h30. Merci Perrine Vasque, en direct donc de la place de la Bastille à Paris avec Laura Champion pour BFM TV. Et donc on vous rappelle que ce discours de Jean-Luc Mélenchon, il sera suivi en direct sur notre antenne à 15h30. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous retournerons en Ukraine pour suivre bien sûr l'évolution de la situation en ce 25e jour de guerre. Ce dimanche, un immeuble d'habitation a été pris pour cible et frappé à Kiev, au nord de la capitale ukrainienne. Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux Clémence Dibou et Camille Fournier. L'ensemble des rédactions de BFM TV et de RMC s'associe au Secours populaire français pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Pour faire un don, rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Comment réduire notre utilisation du plastique? Comment faire au quotidien pour devenir plus responsable? Do it like this. Alors ta soirée, t'as sauvé le monde? On a tous le pouvoir d'agir au quotidien. Merci aux 36 000 clients Engie qui ont participé au challenge de réduction de consommation d'énergie avec mon programme pour agir. Ce qui a permis d'économiser l'équivalent de 139 tonnes de CO2. J'agis avec Engie. Il était 4 fois une jeune aventurière, courant après le temps pour se rendre au boulot. Mais chaque jour qui passait, elle bravait les galères. Avec PayPal, elle payait en 4 fois pour une planche turbo. Prête à reprendre sa quête et filer comme l'éclair. Maintenant, tout en glisse, elle domptait le chrono. PayPal, c'est aussi le paiement en 4 fois sans frais. Pour toi, la débordée, qui a toujours 1000 choses à faire dans la journée. Oui, pour toi qui pensais que gérer la santé de ton chien était compliqué. Eh bien pour toi, il y a Santévet, l'assurance santé animale qui rembourse les frais vétérinaires. Santévet, ensemble prenons soin de votre animal. L'Express, s'informer pour réussir. QuickBooks est aux côtés de millions d'entrepreneurs pour simplifier leur gestion. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement.
Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Ma trésorerie, je la suis en temps réel avec mon expert comptable. Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre activité avec QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. Face au stress, vous êtes dépassé, débordé, décalqué? Avec Destress, prenez le contrôle de votre stress. Sa formule brevetée vous aide à réduire le stress et la fatigue. Destress, Destress. Nous sommes Monabank et nous mettons les gens avant l'argent. Alors, chez nous, on commence par vous souhaiter la bienvenue en vous offrant jusqu'à 120 €. Nous aurions également pu nous appeler Pierre Bank, Inaya Bank, mais aussi Michel Bank, Laura Bank ou Chloé Bank. Car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent. Une fissure? Faut pas rouler comme ça. Chez Carglass, quand il y a une urgence, on vous trouve toujours une solution. Comme ici, pour ce client. Je suis intervenu rapidement pour lui remplacer son pare-brise. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace chez nous. Et pour garder votre pare-brise toujours propre, en ce moment, Carglass vous offre un lave-vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Ça aussi, c'est rapide et efficace. Bien sûr, ça marche aussi pour la maison. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Moi, quand je l'ai vu, cette piscine, je lui ai dit, il faut absolument la prendre. Ah bah oui. Évidemment. Mais tu connais Vincent, tu sais le Minitel, il est en panne. Non, elle est occupée. Qu'est-ce que je te disais déjà? Que t'as payé ta piscine des joyaux 15 500 €. Ouais. Chérie, s'il te plaît, tu veux bien aller lui remettre le wifi? 15 500 €, pause comprise. Un prix d'une autre époque. L'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice à l'Orange Vélodrome ce dimanche. Seulement sur Prime Video. Aujourd'hui, pour voir un monde plus responsable, il faut commencer par porter les bonnes lunettes. Des lunettes fabriquées en France, dans des matériaux biodégradables, recyclables ou recyclés. Des lunettes dont les bénéfices sont réinvestis dans l'économie sociale et solidaire. Bref, des lunettes que nous aimerions aider chacun à porter. En ce moment, Écoutez Voir vous offre 30 € pour l'achat d'une paire de lunettes Juste ou Oxo. Écoutez Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 289 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Je dors. Les matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr.
Vos prévisions plutôt très agréables pour ces prochains jours, pour ce premier jour du printemps. En revanche, un temps en demi-teinte. On a, donc c'était prévu, ces entrées maritimes, ces précipitations soutenues sur les Cévennes une nouvelle fois. On va conserver encore quelques heures ces précipitations. D'ailleurs, demain matin, pour votre réveil, il continuera de pleuvoir de façon assez soutenue sur les Cévennes également, sur le Languedoc-Roussillon. On retrouve d'une manière générale de très belles éclaircies. Alors c'est vrai qu'en marge de cette dégradation, on va retrouver sur la chaîne pyrénéenne, en remontant sur la région centre et en allant vers l'est du côté des Bouches-du-Rhône, un ciel plus chargé. Mais dans l'après-midi, on pourra noter quand même une amélioration, même s'il restera encore pas mal de nuages sur le golfe du Lion et encore quelques pluies. Le vent d'autant qui va souffler fort jusqu'à 100 km/h. Ailleurs, vous profiterez toujours de très belles éclaircies. Les températures demain matin comprises entre 2 et 11 degrés, 11 à Toulouse, 2 à Lille. Et dans le courant de l'après-midi, le mercure affichera des valeurs en hausse comprises entre 11 et 19 degrés sur la côte aquitaine. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. 14h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée à la guerre en Russie, jour 25. À la une, nous irons à Kiev où un immeuble d'habitation a été pris pour cible aujourd'hui dans le nord. Nous y retrouverons nos envoyés spéciaux Clément Zibou et Clément Grodonnier dans quelques minutes. Dans l'actualité également en Belgique, une voiture a foncé sur la foule lors d'un carnaval à La Louvière en Wallonie. Dernier bilan, 6 morts et une vingtaine de blessés. La piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités. À la une également, commémoration à Toulouse en hommage aux victimes il y a 10 ans des attentats perpétrés par Mohamed Merah, faisant 7 victimes, dont 3 enfants de l'école Ozar Hatorah. Emmanuel Macron y est présent avec son homologue israélien et les 2 anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et puis la politique avec une marche pour la 6e République de Jean-Luc Mélenchon et ses partisans cet après-midi à Paris. Le leader de la France Insoumise qui prendra la parole à partir de 15h30, place de la République. Nous serons dans un instant au départ de cette marche, place de la Bastille avec Marie Gentric. 25e jour de guerre en Ukraine et dans la capitale Kiev, on se prépare à une guerre qui dure. Clément Zibou, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place avec Clément Grodonnier. Il y a eu cette explosion il y a peu de temps dans le nord de Kiev, dans un immeuble d'habitation devant lequel vous vous trouvez. Oui, c'est juste derrière nous. Ici, en fait, ce serait un morceau de débris de missiles que l'armée ukrainienne aurait intercepté, qui est tombé sur cet immeuble d'habitation. Il y avait tout à l'heure une fumée, un incendie, juste ici sur ces images de Clément Grodonnier. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers. Les derniers habitants sont en train d'être évacués. On a vu tout à l'heure une dame être évacuée par les pompiers. Et il y a désormais un périmètre de sécurité pour la presse, nombreuse ici. Les pompiers sont en train d'essayer de voir s'il reste des habitants. Pour l'instant, on n'a pas de bilan sur d'éventuels blessés ou sur d'éventuels dégâts. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a effectivement, il y a eu un souffle très important tout autour. Regardez, même si on continue par ici, vous voyez, même de l'autre côté de l'explosion, il y a eu beaucoup de morceaux de verre un peu partout au milieu de ces habitations. Et effectivement, les habitants qui sont sortis un peu dans la panique, qui essayent de voir où ils pourront loger ce soir. Par exemple, on a vu une grand-mère tout à l'heure nous expliquer qu'elle ne savait pas où elle allait dormir ce soir et effectivement qu'il fallait trouver désormais une solution pour après cette explosion qui est survenue aux alentours de 14h dans le nord de Kiev, dans cet ensemble résidentiel. 14h heure de Kiev, 13h heure de Paris. Merci beaucoup Clémence Zibou, l'envoyé spécial de BFM TV à Kiev avec Clément Grodonnier. Dominique Marie est avec nous, journaliste politique, service de politique internationale de BFM TV. On va faire un point, Dominique, sur la situation globale à Kiev actuellement. Ce qu'on voit déjà, c'est que la défense antiaérienne de Kiev fonctionne, puisqu'apparemment c'est un missile qui a été touché par le système qui permet justement d'aller frapper ces missiles, provoquant, on le voit évidemment, quelques éclats qui tombent et au risque effectivement de briser des fenêtres et de toucher des quartiers civils. Et puis sur le terrain, les Russes pour l'instant restent bloqués à une vingtaine, trentaine de kilomètres de la capitale. On y creuse des tranchées, c'est pas bon signe, ça veut dire que l'avancée ne peut pas se faire. On sait aussi, c'est ce que disent en tout cas beaucoup d'experts qui observent évidemment l'avancée des troupes russes, notamment par satellite, qu'il n'y a pas assez d'hommes en ce moment du côté des fronts autour de la capitale, au nord, ouest et nord-est de la ville de Kiev pour tout simplement lancer l'assaut contre Kiev.
Merci Dominique. On va regarder ce qui se passe également dans d'autres secteurs du pays au 25e jour de cette guerre. La Russie qui revendique s'être emparée de 90% de la ville stratégique de Mariupol au sud-est du pays. Une école d'art qui abritait quelques 400 réfugiés a été bombardée ces dernières heures et une usine sidérurgique endommagée. Les autorités ukrainiennes déclarent avoir perdu l'accès à la mer d'Azov et la population prise en otage est dans une situation humanitaire catastrophique. Des habitants tentent de fuir. Thibaut Grosse et Elisa Tranin. Dans le chaos de Mariupol, ils sont déjà des milliers à avoir pris la fuite. Abandonner sa terre, seule solution pour survivre. C'est la décision qu'a prise Alexander. On ne se sentait pas en sécurité. Les tirs à Mariupol, c'était 24 heures sur 24. On entendait des obus, on voyait l'aviation. Les gens font à manger dans des feux de camp. Alexander s'est réfugié à 300 km de là, à Dnipro, dans une zone qui demeure sous contrôle de Kiev. À ses côtés dans cet exode, sa femme et son fils, mais aussi son père et son grand-père. Tous sont parvenus à s'échapper alors que la ville est en proie à une catastrophe humanitaire. Je voudrais qu'une attention maximale soit portée sur ce qu'il se passe ici, dans le monde entier. Et je voudrais m'adresser au président Zelensky. Mariupol a besoin d'aide. Il reste énormément de gens à Mariupol. Des enfants, des gens sans voiture, pris au piège dans les sous-sols, sans nourriture et sans eau. Pour les habitants restés sur place, la situation reste éprouvante. Aujourd'hui encore, la Russie a bombardé une école d'art qui abritait 400 réfugiés. Le président ukrainien dénonce des crimes de guerre. Le blocus de Mariupol restera dans l'histoire des crimes de guerre. Faire à une ville paisible ce que les occupants lui ont fait est une terreur dont on se souviendra pendant des siècles. Après 2 semaines de combat, Moscou affirme s'être emparé de 90% de la ville de Mariupol. La cité portuaire est complètement encerclée, assiégée à l'ouest par les armées russes venues de Crimée et à l'est par les forces séparatistes du Donbass. Selon la mairie, 80% du parc de logement de la ville a été détruit. Autre point stratégique pour les forces russes, Mykolaïv, dernier verrou avant le port d'Odessa. Mykolaïv, où l'on se dirige, Dominique, vers une guerre des tranchées? Oui, c'est effectivement ce qui est en train de se dessiner là-bas. Il y a des tranchées qui ont été creusées dans les deux camps, du côté d'Odessa, au sud de Mykolaïv, bien sûr, et puis aussi côté russe. Ça prouve que l'armée russe, pour l'instant, ses positions globalement sont figées. Parfois, on grignote un peu de territoire, et puis parfois, on fait aussi front avec une offensive ukrainienne, ce qui est arrivé d'ailleurs ces dernières 48 heures. Et puis, vous le voyez, il y a aussi des réponses des Russes. On bombarde cette ville. Ça montre que les Russes, finalement, manquent aujourd'hui d'hommes, peut-être aussi d'équipements pour attaquer et tenter de prendre cette ville. Ça montre surtout que les militaires russes vont sans doute devoir changer de stratégie. On voit qu'ils ont des problèmes avec l'aviation notamment. On voit que le ciel, en tout cas, ils n'en ont pas la maîtrise actuellement. Et sur le terrain, on doit se poser beaucoup de questions pour savoir comment avancer ou sinon avoir au moins une prise de guerre symbolique à offrir à Vladimir Poutine. Merci Dominique Marie pour ces précisions pour la direction de l'ouest de l'Ukraine à présent, près de Lviv, non loin de la frontière avec la Pologne. Anaïs Krutz, vous êtes notre envoyée spéciale à Jastrzębie avec David Coulium et Élise Philippe. Et vous avez assisté à la transformation d'une école d'enfants en école pour apprendre à faire la guerre et répondre aux premiers secours. Racontez-nous. C'est d'ailleurs toujours en cours, donc on va même vous le montrer. Ici, après la partie théorique, c'est l'aspect pratique. Un exercice de manipulation d'une arme. Donc c'est une Kalachnikov, un AK-47, qui est utilisé par l'armée ukrainienne. Et ici, vous le voyez, les civils apprennent avec des formateurs à tenir cette arme, à la charger, la décharger en toute sécurité, à avoir aussi la bonne posture pour la tenir. L'autre partie de cette formation, c'est une formation au premier secours, c'est-à-dire comment faire un garrot, comment utiliser un pansement compressif, avoir les bons réflexes au combat. Donc c'est vraiment véritablement une école de la guerre qui est en train de s'installer ici à Lviv, dans cette école pour enfants. Et vous le voyez un petit peu partout, il y a beaucoup de monde, des hommes, mais aussi des femmes, des jeunes, notamment des étudiants qui sont venus. Il y a 150 personnes par jour avec des cours en continu. Pour la plupart, toutes ces personnes n'avaient jamais tenu une arme, ils ne pensaient même pas en arriver là. Aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. D'abord, ce sentiment d'utilité de la population ukrainienne qui nous dit que vu que les soldats sont au front, ils ont envie de pouvoir participer aussi à leur manière. Et puis, cette volonté de pouvoir apprendre, pouvoir résister si les combats venaient à s'intensifier dans l'ouest du pays.
Merci beaucoup Anaïs Kroutz, l'envoyée spéciale de BFM TV à Yastroubichi, donc près de Lviv, avec Élise Phillips. Cette guerre, c'est aussi une guerre de communication. On va en parler avec notre invité Nicolas Arpagian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité, auteur du livre Frontières.com, à paraître fin mars aux éditions de l'Observatoire. Concernant tout d'abord le président ukrainien Zelensky, qui est omniprésent, on le voit sur les réseaux sociaux, au téléphone ou en visio avec ses homologues étrangers, et dernièrement face aux députés du monde entier. Mercredi, il parlera aux députés français et aujourd'hui, il doit parler aux députés israéliens devant le Parlement de la Knesset. Comment est-ce que vous analysez, vous, la communication du président ukrainien ? En fait, c'est une arme à part entière pour défendre ce qu'il considère comme ses intérêts stratégiques, c'est-à-dire à la fois vis-à-vis de ses homologues gouvernementaux, mais également à destination des opinions publiques des pays. Pourquoi ? Parce que ce sont des médias sociaux qui sont accessibles par tout un chacun, des formats d'écriture qui correspondent désormais aux usages quotidiens de la population dans leurs loisirs, mais également pour s'informer. Et donc, il a fait de cette agilité une arme qui lui permet d'être extrêmement réactif. Évidemment, la Russie a son réseau étatique de communication avec des moyens de diffusion importantes, et lui a en face l'agilité, la créativité. On a même vu des usines à même, vous savez, ce sont ces images plutôt avec à la fois maniant l'ironie ou en tout cas une certaine esthétique, mais qui ont un vrai message politique sur le fond et qui, un peu comme des affiches, des slogans, permettent de diffuser des points de vue et donc des positions en faveur du peuple ukrainien. Vous le disiez, de l'autre côté, côté russe, c'est un réseau étatique de communication qui est mis en place. Quel rôle joue la propagande et la désinformation russe dans ce conflit ? Alors, la difficulté en termes de territoire d'intervention, c'est qu'il y a évidemment le théâtre d'opération physique, et c'est là où se déroule assurément la véritable guerre. Par contre, il y a ce contexte numérique informationnel qui va permettre de trouver des alliés, de trouver des renforts. Vous l'avez dit, les journées de guerre s'égrènent, et il faut entretenir la mobilisation des opinions publiques à l'étranger, de manière à susciter la pression sur les chancelleries, et également éventuellement des actions de soutien de la part des populations, alors notamment européennes, occidentales. C'est important parce que c'est une œuvre de longue haleine que cet affrontement, elle ne se résout pas en quelques jours, et donc il est important de continuer à documenter et surtout à ne pas lasser les opinions publiques et à ne pas troubler leur perception de la situation, puisqu'elles sont, chacun d'entre nous est bombardé d'informations sous différents formats, des vidéos, des témoignages, des textes, des interventions, plus que fait évidemment ce que font les correspondants de presse sur place. Et donc il est important pour chacun des camps de s'assurer que son point de vue est bien porté à la connaissance des opinions publiques, parce que c'est eux qui vont peut-être infléchir les orientations de leurs gouvernants. Merci beaucoup Nicolas Arpagian d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. On va continuer bien sûr à suivre l'évolution de la situation en Ukraine, 25e jour de guerre. On le rappelle, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, en Belgique, une voiture a foncé dans la foule d'un carnaval à La Louvière, c'est en Wallonie. Le dernier bilan est de 6 morts et une vingtaine de blessés. La piste terroriste n'est pas privilégiée à ce stade par les autorités. Loïc Gaza et Marine Kijek. Tôt ce matin, un groupe de plus de 150 personnes se rassemble pour participer aux célébrations du carnaval. Vers 5 h, une voiture vient les percuter par l'arrière. Ça devait être un jour de fête et c'est une tragédie. C'est une voiture qui est rentrée dans le cortège et on a vu des corps volés partout. Voilà, c'était horrible. À quelques mètres de là, cette voisine a eu très peur pour sa fille présente lors du rassemblement, heureusement indemne. Écoutez, ce matin, comme je disais à vos collègues, j'étais dans mon lit. Rien qu'à entendre la voiture passer, ma maison a tremblé, franchement, et quelques secondes après, l'impact sur le groupe carnavalesque. Franchement, il n'allait pas doucement. D'importants moyens de secours ont été déployés. 6 personnes sont mortes, une dizaine est encore en urgence vitale et plus de 70 sont blessés. La voiture a continué sa route. Il y avait 150 à 200 personnes et a porté des personnes sur des distances importantes. Donc la zone de sinistre est de 150 mètres, donc ce n'est pas un lieu concentré. Les 2 occupants de la voiture, âgés d'une trentaine d'années, ont été arrêtés mais n'ont pas encore été entendus. Actuellement, il est prématuré de se prononcer sur les motivations et sur l'origine exacte de cet accident.
comme je le disais, différents devoirs, dont l'audition des protagonistes, devront encore être réalisés dans les heures et dans les jours qui viennent. Les 2 suspects sont inconnus des services de police. Selon les autorités, il ne s'agissait pas d'une course-poursuite. Enfin, l'hypothèse d'une attaque terroriste n'est pas privilégiée. Dans l'actualité également, des cérémonies de commémoration ont lieu ce dimanche pour les 10 ans des attentats perpétrés par Mohamed Merah qui avait fait 7 morts. Elisa Bertholomé, vous êtes à Toulouse pour BFM TV. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron, mais également de François Hollande, de Nicolas Sarkozy et du président israélien. Oui, l'actuel et les 2 anciens présidents réunis ici pour commémorer ce 10e anniversaire de ce tragique événement. D'autres personnalités politiques seront présentes également. Les anciens premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ou encore la maire de Paris et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. Un moment d'unité nationale pour rendre hommage aux 7 victimes de Mohamed Merah et montrer que la République est unie et solidaire dans la lutte contre le terrorisme et contre l'antisémitisme. Près de 2000 personnes vont participer ici à cette cérémonie prévue en 2 temps. D'abord, Emmanuel Macron et son homologue israélien Isaac Herzog vont se rendre à l'école Or Torah et déposer une gerbe au pied de l'arbre de vie, un monument en hommage aux victimes dans cette école. Une cérémonie ensuite aura lieu ici à la Halle aux Grains. Il y aura des lectures de la part des proches des victimes, des chants également, avant un discours prononcé par le président israélien et le discours d'Emmanuel Macron. Il y a 10 ans, cette série de crimes commises par Mohamed Merah avait eu lieu en pleine campagne présidentielle et avait marqué le début d'une vague d'attentats islamistes ici en France. Merci beaucoup Elisa Bertholomé à Toulouse pour BFM TV avec Corentin Préat. L'actualité politique à présent avec cette marche pour la 6e République organisée par Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à Paris avant un discours du candidat à 15h30 à suivre en direct sur BFM TV. La marche qui est partie de la place de la Bastille qui va rejoindre la place de la République. Marie Gentric, vous êtes notre reporter dans le cortège. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous pour cette marche donc organisée par Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, il y a énormément de monde, des milliers de personnes, ou plutôt des dizaines de milliers de personnes qui sont réunies en ce dimanche ensoleillé pour manifester donc en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Alors, parmi les manifestants, il y en a beaucoup qui y croient, on a discuté avec eux, ils nous disent qu'il y a une véritable dynamique en faveur du candidat de la France Insoumise, plus que ce qu'on avait pu voir en 2017. Alors, parmi l'un des arguments qu'ils avancent, c'est parce que selon eux, Jean-Luc Mélenchon est désormais la seule option crédible à gauche. Ils nous expliquent qu'en 2017, il y avait encore le Parti Socialiste qui incarnait une certaine partie de l'électorat, mais désormais ils estiment que Jean-Luc Mélenchon est le seul à pouvoir défendre la gauche. On a d'ailleurs pu apercevoir quelques tortues dans le cortège. Alors les tortues, on le rappelle, c'est l'animal symbolique de Jean-Luc Mélenchon. Il affirme qu'il avance tant bien que mal, parfois pas très rapidement, mais qu'au final il va battre ses adversaires, les lièvres. Donc voilà, beaucoup de tortues que l'on peut retrouver. On retrouve aussi beaucoup de références à Emmanuel Macron. On a notamment pu voir une poupée gonflable du président qui était lancée par les manifestants, donc beaucoup de colère vis-à-vis du gouvernement et du président actuel. Merci Marie Gentric au cœur de ce cortège, donc partie de la place de la Bastille, direction place de la République, organisé par Jean-Luc Mélenchon. Et vous êtes avec Frédéric Leclerc-Imhoff pour BFM TV. Le discours donc de Jean-Luc Mélenchon, il sera à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Ce sera à suivre aux alentours de 15h30. Parmi les candidats en lice dans la course à la présidence, Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts, crédité de 6% d'intention de vote dans le dernier sondage quotidien Ipsos Soprasteria pour France Info, en 6e position. Bonjour Delphine Bateau, vous êtes députée des Deux-Sèvres, porte-parole de Yannick Jadot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette situation, on l'a vu... Je peux vous reprendre juste sur une chose. Yannick Jadot n'est pas seulement le candidat d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi de Génération Écologie, de Génération.s, du mouvement des progressistes, des nouveaux démocrates. Et donc il rassemble toute la famille écologiste autour de sa candidature. Merci pour la précision, Delphine Bateau. Jean-Luc Mélenchon, on vient de le voir, est en train de promouvoir dans sa marche la 6e République. Yannick Jadot, lui aussi, souhaite cette 6e République. Comment est-ce qu'il va promouvoir aussi ce souhait ? Nous avons fait confiance
à des citoyens, notamment à des citoyennes et des citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, que nous avons chargé dans l'élaboration de notre programme d'élaborer les propositions pour transformer la démocratie et mettre fin à ce système aujourd'hui qui tue les énergies en France, qui explique aussi pour une part l'ampleur de l'abstention, qui est le présidentialisme et qui est cette situation de verticalité du pouvoir. Et donc ces propositions seront présentées cette semaine et elles ont été faites par et pour les citoyennes et les citoyens. On le disait, Yannick Jadot, il est crédité à 6% dans un dernier sondage, loin donc de Jean-Luc Mélenchon. Comment expliquez-vous que votre candidat ait du mal à décoller dans les sondages? D'abord, je ne partage pas ce diagnostic. Vous savez qu'on est dans un système qui s'auto-entretient en boucle. C'est-à-dire que les sondages déterminent le temps de parole dont on dispose dans les médias, qui eux-mêmes déterminent ce que disent les sondages d'opinion. Donc la vérité, en fait, aujourd'hui, c'est que personne ne sait ce qui va sortir des urnes le 10 avril. Et moi, j'appelle... On voit qu'il y a une dynamique, Jean-Luc Mélenchon, il y a une dynamique avec un sondage qui est très inférieure à ce qu'elle était en 2017. Il y a une progression. Non, pardon, très inférieure à ce qu'elle était en 2017, et je ne suis pas là pour commenter les autres candidatures. La seule candidature écologiste, c'est celle de Yannick Jadot. Donc quand on veut voter pour le climat, pour la nature, pour les animaux, quand on veut voter pour le pouvoir de vivre, dans un moment qui est quand même... excusez-moi, mais spectaculaire, parce qu'en fait, on est en train de vivre aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais avec le choc énergétique qui a commencé avant la guerre en Ukraine, la vérification tragique, grandeur nature, de ce que disent les écologistes depuis des années sur ce qu'induit notre dépendance aux énergies fossiles et pour le pouvoir d'achat des ménages et par rapport à ce que ça signifie comme pouvoir de guerre pour un certain nombre de grandes puissances dont nous dépendons. Donc en fait, il y a urgence aujourd'hui à changer de trajectoire, à sortir des énergies fossiles, et c'est possible de le faire en investissant dans la rénovation des logements, en investissant dans les déplacements propres, dans les transports en commun, dans le vélo, dans le covoiturage, dans les territoires ruraux. Il y a des solutions et ce sont celles que portent les écologistes depuis des années. Par rapport à cette situation, si vous voulez, nous, on n'est pas comme d'autres dans une forme d'improvisation parce que ce sont les solutions que nous défendons depuis des années et que porte Yannick Jadot. Et comment Yannick Jadot arrive justement à faire campagne sur ces thématiques que vous mettez toujours en avant et qui sont prioritaires pour le candidat dans le contexte que vous avez vous-même évoqué de crise ukrainienne? Par la clarté, on va prendre une question très concrète. Notre dépendance au gaz et au pétrole russe, l'installation du groupe Total en Russie et son refus d'en sortir. Quel est le candidat qui est clair sur cette question? C'est Yannick Jadot. Il n'y en a pas d'autre. Quelles sont ses propositions à ce sujet? La proposition, elle est très claire. Nous sommes pour le soutien à la résistance ukrainienne. Nous sommes pour l'embargo sur les énergies fossiles russes, alors que cette semaine, Emmanuel Macron a annoncé que les commandes de gaz russes de l'Europe et de la France continueraient jusqu'en 2027. Et comment Yannick Jadot ferait pour convaincre Total de quitter la Russie, par exemple? Total a affirmé qu'il n'avait aucune forme de pression des autorités françaises pour quitter la Russie. C'est quand même un cas particulier, là où toutes les autres grandes compagnies pétrolières d'autres pays sont en train de céder leur participation en Russie. Vous savez qu'il y a une très forte, on pourrait dire, des liaisons dangereuses entre le groupe Total et la diplomatie et les autorités françaises. En l'occurrence, par exemple, les projets de Total en Russie n'auraient jamais vu le jour sans le soutien actif des gouvernements français successifs et notamment d'Emmanuel Macron. Donc il faut mettre fin à ces contrats. Il y a aussi une nécessité, bien sûr, d'apporter des aides d'urgence aux ménages face à l'explosion des prix, mais aussi à toute vitesse de favoriser des alternatives en changeant les systèmes de chauffage et en investissant dans les économies d'énergie. Et c'est possible de le faire. D'un mot d'Enfit Bateau pour terminer rapidement. Yannick Jadot, il veut, s'il est élu, nommer une femme Premier ministre. Ça pourrait être vous? On n'est pas dans la répartition des responsabilités, mais oui, il y aura une gouvernance féministe, pas seulement paritaire, mais il y aura avec les écologistes une gouvernance féministe. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Tout de suite, la météo. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr.
Vos prévisions plutôt très agréables pour ces prochains jours. Pour ce premier jour du printemps, en revanche, un temps en demi-teinte. On a, donc c'était prévu, ces entrées maritimes, ces précipitations soutenues sur les Cévennes une nouvelle fois. On va conserver encore quelques heures ces précipitations. D'ailleurs, demain matin, pour votre réveil, il continuera de pleuvoir de façon assez soutenue sur les Cévennes également, sur le Languedoc-Roussillon. On retrouve d'une manière générale de très belles éclaircies. Alors c'est vrai qu'en marge de cette dégradation, on va retrouver sur la chaîne pyrénéenne, en remontant sur la région centre et en allant vers l'est du côté des Bouches-du-Rhône, un ciel plus chargé. Mais dans l'après-midi, on pourra noter quand même une amélioration, même s'il restera encore pas mal de nuages sur le golfe du Lion et encore quelques pluies. Le vent d'autant qui va souffler fort jusqu'à 100 km/h. Ailleurs, vous profiterez toujours de très belles éclaircies. Les températures demain matin comprises entre 2 et 11 degrés. 11 à Toulouse, 2 à Lille, et dans le courant de l'après-midi, le mercure affichera des valeurs en hausse comprises entre 11 et 19 degrés sur la côte aquitaine. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. Cofidis a 40 ans, et en 40 ans, on en a vu des projets. Comme ce projet travaux. Excusez-moi, mais moi j'aimerais une moto pour faire la route 66. Depuis 40 ans, Cofidis vous accompagne. Oui, oui, depuis 40 ans. Et encore pour longtemps. Et vous, quel est votre projet? Cofidis vous propose un taux exceptionnel de 0,4% sur 12 mois. N'hésitez plus. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Ford Puma hybride E85. Découvrez le plus malin des SUV. Emportez tout ce que vous aimez grâce à sa méga box et profitez des avantages de l'hybride et de l'E85. Ford Puma hybride E85 à partir de 199 € par mois. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Alors, nouvelle voiture? Ouais, acheté d'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la couleur, c'est flashy quoi, c'est... Ah ouais, ah si. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. L'Express, s'informer pour réussir. Voici la Peugeot i208 100% électrique, avec projecteur full LED, iCockpit 3D, jusqu'à 362 km d'autonomie, et le tout nouveau FBIS R. Faire bonne impression sur Richard. Adoptez la conduite parfaite avec la i208 et faites plus de 900 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. FBIS R peut déclencher des selfies en série. 79%, c'est la part des familles qui disent faire attention à leur budget. 79% qui sont à la pointe du recyclage. 79% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant un forfait bancaire avantageux pour les familles. Caisse d'épargne, vous êtes utile. DS4 e-Tense hybride rechargeable. Venez essayer DS4, élue plus belle voiture de l'année 2022.
Diffasure Piscine, premier constructeur européen de piscine en béton armé. L'élégance et la polyvalence d'un crossover. L'âme de notre roadster. Nouveau Mazda CX-5. Le plaisir de conduire. Qui peut concurrencer MAF Pro? Pour protéger notre famille comme notre commerce, nous qui sommes pros, on préfère MAF Pro. 800 000 clients professionnels font confiance à la MAF. c'est rassurant. Je préfère la MAF. Magnifique. En ce moment, chez Cuisine Plus, jusqu'à 6 électroménagers garantis 7 ans offerts. Cuisine Plus, sortez des standards. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 milliards 890 millions de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% du Fiat 500 vendu en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise. AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Toutes nos voitures sont sélectionnées avec soin. Elles sont ensuite révisées et reconditionnées par nos experts. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. Trouvez la vôtre maintenant sur AutoHero. Il est 15h, merci d'être avec nous à la une de l'actualité sur BFM TV. 25e jour de guerre en Ukraine, dans le nord de Kiev. Un immeuble d'habitation a été détruit ce dimanche. Selon les policiers, il s'agit de débris de missiles interceptés. Nous serons sur place dans un instant avec notre reporter Clémence Di. À la une également, cette commémoration à Toulouse en hommage aux victimes il y a 10 ans des attentats perpétrés par Mohamed Merah, faisant 7 victimes, dont 3 enfants de l'école Ozar Hatorah. Emmanuel Macron y participe avec son homologue israélien et les 2 anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. En Belgique, une voiture a foncé sur la foule d'un carnaval à La Louvière en Wallonie. Dernier bilan, 6 morts et une vingtaine de blessés. La piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités. La campagne présidentielle en France, Jean-Luc Mélenchon organise à Paris une marche pour la 6e République suivie d'un discours. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV aux alentours de 15h30. Nous retrouverons en plateau délocalisé Philippe Corbet et Amandine Atalaya, ainsi que nos reporters politiques Perrine Vasque et Marie Gentric au cœur du cortège. 25e jour de guerre en Ukraine et la capitale Kiev a été de nouveau visée par des frappes russes. Il y a eu une explosion dans le nord de Kiev aujourd'hui dans un immeuble d'habitation devant lequel se trouvent nos envoyés spéciaux Clémence Dibou et Clément Grodenier. Ici, en fait, ce serait un morceau de débris de missiles que l'armée ukrainienne aurait intercepté, qui est tombé sur cet immeuble d'habitation. Il y avait tout à l'heure une fumée, un incendie, juste ici sur ces images de Clément Grodenier. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers. Les derniers habitants sont en train d'être évacués. On a vu tout à l'heure une dame être évacuée par les pompiers. Et il y a désormais un périmètre de sécurité pour la presse, nombreuse ici. Les pompiers sont en train d'essayer de voir s'il reste des habitants. Pour l'instant, on n'a pas de bilan sur d'éventuels blessés ou sur d'éventuels dégâts. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a effectivement, il y a eu un souffle très important tout autour. Regardez, même si on continue par ici, vous voyez, même de l'autre côté de l'explosion, il y a eu beaucoup de morceaux de verre un peu partout au milieu de ces habitations. Et effectivement, les habitants qui sont sortis un peu dans la panique, qui essayent de voir où ils pourront loger ce soir. Par exemple, on a vu
d'une grand-mère tout à l'heure nous expliquait qu'elle ne savait pas où elle allait dormir ce soir et effectivement qu'il fallait trouver désormais une solution pour après cette explosion qui est survenue aux alentours de 14h dans le nord de Kiev, dans cet ensemble résidentiel, 14h heure de Kiev, 13h heure de Paris. Et dans le sud-est de l'Ukraine, à Mariupol, une école d'art servant de refuge à des réfugiés, à une centaine d'entre eux, a été bombardée. On va y revenir dans un instant. Mais à Mykolaiv, le dernier verrou va-t-il sauter avant Odessa? Là-bas, vous allez le voir, les soldats ont creusé des tranchées entre angoisse et détermination. Reportage de Fanny Morel, Quentin Bollier, Oleg Bobin avec Emmanuel Binet et Thibault Lacou. Pendant le trajet, ce soldat ukrainien balaye du regard la route et garde un œil sur son téléphone. Son arme, elle ne quitte pas ses genoux. On quitte la ville de Mykolaiv en direction des zones de combat. Une fois arrivé sur place, c'est un véritable camp de base avec de nombreuses tranchées et abris. Une vie souterraine où certains reprennent des forces mais n'oublient pas leur mission et comptent bien tenir leur position. Ici, c'est un point très important car on estime que 40% des forces russes se trouvent en Crimée. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Il y a des points plus avancés dans la région où sont surtout partis des jeunes soldats. Mais ici, il y a essentiellement des vétérans qui ont l'expérience de la guerre et nous sommes très bien armés. À chaque poste de tir, sa cache d'armes, c'est avec ces roquettes qu'ils parviennent à détruire les véhicules blindés russes. Pour ce soldat de 31 ans, dont certaines cicatrices datent des combats de Donetsk en 2014, cette guerre va durer plusieurs années. Lui qui a déjà combattu dans le Donbass constate une radicalisation de l'ennemi. Je ne peux pas les qualifier autrement que de terroristes, puisqu'ils tuent des civils à l'intérieur même de leur voiture. Avant-hier, une caserne militaire à seulement quelques kilomètres d'ici a été bombardée par les forces russes. Le répit pourrait être de courte durée, alors les soldats ukrainiens restent sur leur garde. L'autre fois, il y a une voiture de l'ennemi qui est arrivée. On a demandé aux occupants de sortir, mais ils n'ont pas voulu, donc l'armée leur a tiré dessus. 3 hommes se sont rendus. Pour moi, c'était des espions, car le lendemain, une nouvelle voiture est arrivée et on a procédé de la même manière. Aux abords du camp, il n'est pas rare de croiser des véhicules russes saisis par les forces ukrainiennes, comme ce camion militaire, siglé d'un Z. Xavier Titelman, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert militaire, spécialiste de l'aéronautique. On voit cette guerre de tranchées qui s'installe. On l'a vu avec ces images il y a quelques instants. Ça nous rappelle évidemment une autre guerre, la Première Guerre mondiale notamment. Quand on fait des tranchées, ça signifie qu'on se prépare à une guerre qui dure? Mais déjà, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens face au Donbass, et c'est aussi pour ça que les Russes n'arrivent pas à avancer face au Donbass. Ça fait des années que les Ukrainiens se sont préparés, ont creusé des tranchées, ont mis des pièges, ont mis des mines, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'avancée sur ce front, et ce sont sur les autres axes, depuis la Russie, depuis la Crimée, que les Ukrainiens sont obligés de résister. Donc évidemment, une guerre de tranchées aujourd'hui, avec les moyens de la guérilla qu'on a fournis aux Ukrainiens en leur fournissant beaucoup de matériel, c'est ça qui leur permettra de tenir. Ce dimanche, la Russie affirme de son côté avoir de nouveau, après hier une première fois, avoir utilisé ces fameux missiles hypersoniques. On disait hier que c'était la première fois que ça avait été tiré, que c'était de l'intimidation. Là, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de réitérer cette utilisation, si elle est avérée, de ces missiles hypersoniques? Alors, s'il y a un intérêt militaire, ça peut s'expliquer, mais en l'occurrence, jusqu'à maintenant, ce qu'ils en ont fait, c'était de taper des dépôts de munitions qui étaient atteignables avec des missiles de croisière classiques. Donc, militairement, ça n'a aucun intérêt supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait avant. Par contre, c'est un message vis-à-vis de l'OTAN, parce que cette arme-là, elle est très pertinente, par exemple, contre des porte-avions américains qui pourraient s'aventurer dans la mer Noire, ou alors simplement pour dire, même si les Américains fournissent de nouveaux systèmes de protection aérienne à l'Ukraine, eh bien nous, on pourra toujours attaquer avec ces systèmes-là. Néanmoins, ça coûte tellement cher, et ils en ont certainement tellement peu, que ça reste des messages de communication qui ne pourront pas avoir d'impact massif sur le terrain. Dans l'actualité également, ce dimanche, la politique, Jean-Luc Mélenchon défile à Paris lors d'une marche pour appeler à une 6e République. Le parcours va de Bastille à République. Marie Gentric, vous êtes dans ce cortège. Il y a beaucoup de monde autour de vous pour cette grande marche de Jean-Luc Mélenchon et ses partisans. Oui, exactement. Énormément de monde, des dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées en ce dimanche ensoleillé pour manifester donc en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a parlé avec plusieurs manifestants et tous nous disent la même chose, à savoir qu'il y a une dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon bien plus importante que celle qu'on avait pu voir en 2017. Et parmi les raisons qui sont avancées par ces manifestants avec lesquels nous avons parlé, eh bien, c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon soit désormais la seule option crédible selon eux à gauche. Ils nous expliquent que désormais le PS n'incarne
plus grand-chose pour les Français et que Jean-Luc Mélenchon est donc désormais la seule option à gauche. Donc une manifestation en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi une manifestation anti-Emmanuel Macron. Beaucoup de gens nous disent qu'ils sont là contre Emmanuel Macron. On a d'ailleurs pu voir une poupée à l'effigie d'Emmanuel Macron être lancée dans les airs par de nombreux manifestants. Merci Marie Gentric en direct donc de ce cortège qui va rejoindre la place de la République et avec Frédéric Leclerc-Imhoff pour cette marche donc de Jean-Luc Mélenchon et ce discours qui sera à suivre en direct sur notre antenne aux alentours de 15h30. Voilà pour le rendez-vous. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. La France dans les yeux. Marine Le Pen face aux Français. C'est à Hénin-Beaumont, sa ville de cœur, que je reçois Marine Le Pen. Et c'est vous qui allez l'interpeller. Comment vous protéger des conséquences de la guerre en Ukraine? Comment limiter les prix de l'énergie? Et comment assurer votre sécurité? La France dans les yeux. Le second tour peut-il échapper à Marine Le Pen? Saura-t-elle vous convaincre? La France dans les yeux, présentée par Bruce Toussaint. L'émission présidentielle de BFM TV qui vous donne la parole. Mardi 22 mars à 20h50, en direct sur BFM TV. Découvrez le Samsung Galaxy S22 et bénéficiez de 100 € de remise sur une sélection d'accessoires. QuickBooks est aux côtés de millions d'entrepreneurs pour simplifier leur gestion. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre activité avec QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. Vous savez pourquoi toutes ces personnes sont inquiètes? À cause de lui. Véritable fléau, les cafards s'infiltrent partout, dans les canalisations, se reproduisent à une vitesse inouïe et occasionnent de nombreux dégâts. N'attendez plus. Appelez DERAD Pro au 01 83 80 60 69. Avec DERAD Pro, vivez tranquille. L'Express, s'informer pour réussir. SFR présente la soirée gaming idéale de Gabriel. D'abord, faudrait que les filles soient couchées. Parfait. Et maintenant, il me faudrait une bonne connexion. Et en piste. Oh. Wow, ça va vite là. Wow, yeah. Ok, faudrait quelqu'un pour me remplacer. Eh ben allez, je prends le relais. Oh, Sébastien Love. Ah, mais me remplacer pour coucher les petits. Profitez d'une connexion de compétition avec la fibre de SFR, plus puissante que jamais. SFR, enjoy. Kia EV6 100% électrique. Recharge ultra rapide de 100 km en 4 minutes 30. Kia EV6 100% électrique. L'éveil des sens. Kia. Movement that inspires. Kia EV6 100% électrique. À partir de 297 € par mois. Élu voiture de l'année 2022. Une fissure? Faut pas rouler comme ça. Chez Carglass, quand il y a une urgence, on vous trouve toujours une solution. Comme ici, pour ce client. Je suis intervenu rapidement pour lui remplacer son pare-brise. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace chez nous. Et pour garder votre pare-brise toujours propre, en ce moment, Carglass vous offre un lave-vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Ça aussi, c'est rapide et efficace. Bien sûr, ça marche aussi pour la maison. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. SFR présente le mariage idéal de Cléa. Oh, mariage de princesse direct. La 5G pour que tout le monde partage mon bonheur. Et dire oui à l'homme que j'aime. Oui, on s'est rencontrés il y a une semaine. Mais j'ai pas dit que c'était toi. Ah. Tu parles français? Non? C'est pas grave. Partagez votre
votre bonheur tous en même temps avec la 5G de SFR. SFR, enjoy. Ok Google, lance la musique. Nouveau Volvo XC40 Recharge. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, j'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Avant Maya, je l'aurais attaqué. Maintenant, nous sommes amis. Feliway Optimum. Pour une sérénité renforcée de toute la famille. Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui, après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Et voici Patrick et Blandine, après 4 mois de programme. Le plus valorisant, c'est quand on refait un trou dans sa ceinture. C'est vrai, j'avoue. Alors vous aussi, perdez du poids. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagne, et tout ça livré directement chez vous. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site commej'aime.fr, et surtout, n'oubliez pas le .fr. À gauche, Alice. Alice ne mange que du bio. C'est une militante de la première heure. À droite, Alice. Pour Alice, un sou, c'est un sou. Il faut dire qu'elle ne sait pas encore compter. Des valeurs fortes et des prix bas. U. Commerçant autrement. Une croisière ? Ah non, 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 sans façon. Je suis trop vieux pour une petite sortie scolaire. Peut-être qu'ils n'ont jamais voyagé avec Costa. Costa, believe your eyes. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 289 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. – 15h14, merci d'être avec nous sur BFM TV. L'actualité en Ukraine, tout d'abord, en ce 25e jour de guerre. À Kharkiv, les bombardements continuent dans la deuxième ville du pays où au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Vendredi, un bâtiment universitaire a été visé par l'armée russe. Thomas Joubert. Une ville dévastée. Voilà le paysage que l'on découvre en circulant dans les rues de Kharkiv. Des bâtiments détruits, des milliers de gravats au sol. Le centre universitaire n'est plus qu'une ruine. L'édifice a été touché par une frappe russe vendredi, causant d'énormes dégâts sur le site et ses alentours. Vendredi matin, vers 7h30, des roquettes ennemies ont touché cet établissement d'enseignement du centre-ville. 2 autres bâtiments de 9 étages à proximité ont aussi été endommagés par des tirs et des bombardements. L'attaque sur le bâtiment universitaire s'est produite alors que des personnes se trouvaient à l'intérieur. Les équipes de secours ont passé toute la journée à fouiller les décombres à la recherche d'éventuels survivants. Les engins de chantier soulèvent les blocs de béton les plus gros pendant que les sauveteurs tentent de dégager le terrain à la pelle quand ils identifient enfin un signe de vie. Un survivant est pris au piège à 3 mètres de profondeur sous les gravats. J'ai besoin d'aller plus profond, de ce côté. J'ai allumé ma torche et il m'a vu. Il a vu ta torche ou ta main? Oui, il a vu la torche. Il est à 1,5 mètre ou 2. Après de longs efforts, les sauveteurs parviennent enfin à extraire l'homme. Vladislav est un employé de l'université. Il vient de passer 8 heures coincé sous les décombres. Je suis vraiment très reconnaissant pour le reste de ma vie. Ils sont tout simplement géniaux. Ils font un travail difficile et important. Je n'ai pas de mots. Vladislav s'en sort avec des égratignures, mais cette attaque a fait au moins un mort, venant alourdir le bilan des pertes humaines. Depuis le début de l'invasion russe, pas moins de 500 personnes ont été tuées à Kharkiv, selon un bilan des autorités locales. Parmi les victimes, un pompier tué dans l'incendie du marché de la ville quelques jours plus tôt. Ses collègues lui ont organisé une cérémonie d'obsèques en présence de sa femme et de sa famille. La deuxième ville du pays reste un objectif majeur de l'armée russe. Les attaques sont incessantes depuis le début de la guerre. Voilà 3 semaines que les habitants vivent au rythme des bombardements.
C'est difficile de décrire à quoi ressemble ma vie aujourd'hui parce que je ne reconnais plus ma ville. Il y a beaucoup de bâtiments d'habitation qui sont détruits. C'est un état de choc. Je reste chez moi, je fais mes courses de temps en temps. J'ai essayé d'aider, donc c'est ça ma vie. J'essaie de faire quelque chose pour que le temps passe. Je peux dire que je ne croyais pas que ça peut arriver à ma ville. Kharkiv martyrisé, mais pas encore totalement encerclé. Pour le moment, les troupes russes sont toujours bloquées par la résistance dans leur avancée. Mais la ville est quasiment en état de siège, sans accès humanitaire. Les livraisons d'aide alimentaire deviennent impossibles selon les ONG présentes sur place. Également dans l'actualité en Belgique, une voiture a foncé dans la foule d'un carnaval à La Louvière en Wallonie. Le dernier bilan provisoire est de 6 morts et d'une vingtaine de blessés. La voiture du chauffard avait été interceptée par la police, le conducteur privé de liberté. La piste terroriste n'est pas privilégiée par les autorités pour le moment. Ce dimanche est aussi marqué par des cérémonies de commémoration qui ont lieu à Toulouse, 10 ans après les attentats perpétrés par Mohamed Merah, qui avait fait 7 morts en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi de François Hollande, Nicolas Sarkozy et du président israélien. Elisa Bertolomé, vous êtes à Toulouse pour BFM TV. Elisa, la cérémonie va ou a commencé ? Oui, cette cérémonie qui va avoir lieu en 2 temps. D'abord, Emmanuel Macron et son homologue, le président israélien Isaac Herzog, vont se recueillir à l'école Or Torah et déposer une gerbe au pied de l'arbre de vie, un monument en hommage aux victimes. Et puis, dans un second temps, ils viendront ici à la Halle aux Grains, en plein cœur de Toulouse. Il y aura des lectures des proches des victimes, des chants également, avant que le président israélien ne prononce un discours suivi en conclusion de celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui remet pour quelques heures son costume de président de la République pour accueillir ici ses 2 anciens prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. D'autres personnalités sont présentes également, les anciens premiers ministres Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, la maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo. Il y a 10 ans déjà, en pleine campagne, ce 19 mars 2012, Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient venus à l'école ici Or Torah pour rendre hommage aux victimes qui avaient péri dans l'attentat. Alors cette cérémonie, c'est un moment d'unité nationale en plein cœur de cette campagne pour rendre hommage aux 7 victimes de Mohamed Merah, montrer la mobilisation de la République dans la lutte contre le terrorisme et contre l'antisémitisme. Il y a 10 ans, cette série de crimes commis par Mohamed Merah était intervenue en pleine campagne présidentielle et avait ouvert un cycle, une succession d'attentats terroristes ici en France. Merci Elisa Bertolomé. En direct de Toulouse avec Corentin Préat pour BFM TV. Et puis Emmanuel Macron donc, qui fera un discours. Ce sera à 17h50 depuis Toulouse, à suivre en direct sur le site de BFM TV. La politique à présent, nous sommes à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon défile ce dimanche à Paris avec ses partisans. Une marche intitulée « Marche pour la 6e République ». Le parcours va de la place de la Bastille à la place de la République avant une prise de parole du candidat de la France Insoumise prévue à 15h30. Et pour vous faire vivre ce moment politique, nous allons retrouver tout de suite sur place Philippe Corbet et Amandine Atalaya. Exactement, Philippe. Amandine, place de la République. Bonjour à tous les deux. Jean-Luc Mélenchon qui continue sa percée dans les sondages et qui compte frapper les esprits aujourd'hui. À toutes et à tous! Oui, c'est un moment important de cette campagne. Nous sommes, vous le disiez il y a un instant, à 3 semaines maintenant du premier tour. Ça veut dire que dans 3 semaines, les Français sont en train de voter. C'est un moment aussi très important parce qu'après 2 ans de Covid, l'Europe, la France en Europe connaît aujourd'hui la guerre à quelques milliers de kilomètres de Paris. Donc c'est un contexte particulier pour cette campagne électorale. Et puis important particulièrement pour Jean-Luc Mélenchon qui veut aujourd'hui faire une démonstration de force. Il y a encore beaucoup de monde qui sont en train d'arriver depuis le boulevard du Temple qu'on voit de l'autre côté de la place de la République. Des gens qui arrivent de Bastille, République. Amandine, on peut le dire, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui veut marquer les esprits en organisant le plus grand rassemblement de la campagne électorale. Tout à fait, Philippe, et c'est un événement aujourd'hui dont il a parlé pendant toute sa campagne. C'est vraiment conçu comme le point d'or de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et la place de la République autour de nous est vraiment noire de monde. Que l'on regarde à droite, à gauche, derrière ou par là avec des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes même qui arrivent, c'est parti pour être quelque chose